Donc, on va commencer, première présentation, donc l'introduction. Le but du jeu, c'est de vous dire pourquoi est-ce que le DDD ne devrait rien changer à votre vie de développeur, en fait. En ce qui me concerne, donc je m'appelle Alexandre Balme, je suis indépendant et j'ai cofondé donc Vanoa. Mon petit motto, c'est j'aime le PHP, il me le rend bien parce que je lui dois beaucoup de choses. Mon Twitter, Pokistar. Et maintenant, je vais vous expliquer une grande histoire. Au commencement, ce qui s'est passé pour cet événement, c'est qu'à la base, on en a discuté avant le forum PHP. Le but du jeu, c'était de créer un événement donc autour du DDD et de présenter les choses. Donc j'ai demandé à Clément s'il pouvait faire la conf, et finalement, il m'a dit qu'il pouvait pas. Donc moi, au départ, je lui dis, c'est pas grave, je la ferai l'intro. Et après, j'ai fait le forum PHP. Et puis j'ai discuté, et je me suis rendu compte de plein de choses, et finalement, quand je parlais de tout ça, c'était pas si connu que ça. Du coup, j'ai un problème. J'ai un problème parce que je dois vous parler de DDD, mais je dois vous en parler en PHP. Et qu'en PHP, ben, on voit pas très bien là, mais l'état de l'art, ou ce qu'on trouve dans la plupart des cas, c'est ça. Et moi, ce que j'aimerais vous vendre, au final, c'est ça. Le problème, c'est que ça fait exactement la même chose et que déjà, vous pouvez voir qu'il y en a le triple. Et qu'est-ce que c'est, finalement, la suite? Bah, c'est ça. Comment est-ce que je fais pour vous faire comprendre que le DDD, ça peut vous apporter plein de choses quand vous tombez sur ce genre de carte-là? Eh ben, on va essayer de le faire. Domain Driven Design. Donc, au niveau de l'historique, ça a été, il y a un homme à la base qui s'appelle Eric Evans. Eric Evans fait partie de la génération des Martin Fowler, des Greg Young, etc. Donc, c'est des gens qui sont sur le terrain depuis très longtemps. Ils ont connu beaucoup de choses. Ils ont un gros historique. Et donc, Eric Evans a formulé un livre qui s'appelle Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Art of Software. Et ça a été publié en 2003. Donc, on est en 2016. C'est quand même pas tout récent. Et pourtant, ça parlera à beaucoup de monde. Il y a une idéologie derrière, que moi, c'est mon interprétation, c'est que généralement, au niveau du DDD, finalement, vous retrouvez, en termes de bonnes pratiques, etc., des choses qui viennent du software craftsmanship. Le software craftsmanship est quand même bien affilié à l'extreme programming, et l'extreme programming au TDD. Donc en fait, quand vous faites du DDD, vous mettez un peu les pieds là-dedans, finalement, et c'est ça qui est intéressant. Lorsque vous ouvrez le livre, une fois que vous avez passé les introductions, au niveau du préface, ça c'est les 2/3 du premier paragraphe. Ce qu'il nous dit, Eric Evans, c'est que ça fait 20 ans qu'il bosse dans ce milieu. Donc 2003, 20 ans, ça commence à faire. On n'était pas tous prévus déjà à ce moment-là. Et donc ça fait 20 ans qu'il fait ça, et c'est bizarre pour lui, parce que la conception du modèle, c'est quand même quelque chose de critique. Et en 20 ans, il n'a rien trouvé là-dessus. Donc, lui, il se dit, ben, je vais prendre tout ce que je connais, toutes les bonnes pratiques, etc. Comment on les utilise? Je vais essayer de formaliser ça dans un livre. Et cette formalisation, je vais l'appeler le Domain Driven Design. Les objectifs de tout ça, ils sont assez simples. C'est de comprendre le métier du client, tout simplement. On va s'intéresser à ce qu'il fait. De modéliser son métier, donc d'essayer de faire en sorte que les choses lui plaisent, en termes de conception, que ça retranscrive vraiment ce qu'il nous explique, et surtout de retranscrire son vocabulaire. C'est-à-dire que, tout simplement, utiliser ces termes au niveau du code. Pourquoi? Ben, tout bêtement, parce que finalement, le cœur d'application, c'est le métier du client. Donc, c'est quand même normal de retranscrire les choses. Que l'interface graphique, tout ce qui est service tiers qui tourne autour de ce métier-là, c'est des choses qui évoluent. On ne peut pas figer quelque chose, une application complète, et faire en sorte que ça bouge jamais. C'est pas possible. Que, généralement, un métier, ça évolue, ça stagne, ça disparaît. Mais c'est jamais réinitialisé complètement. On prend pas
un métier, et on dit bah demain le métier de commercial finalement ça va être ça. Demain le métier de ferrailleur ça va être ça, et tu oublies tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et puis tu vas réapprendre autre chose. C'est pas possible. Donc les conséquences, c'est que finalement le DDD c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui est solide avant tout, qui respecte vraiment le solide, qui regroupe des bonnes pratiques de conception et qui permet une communication entre porteurs de projet et le développeur à travers un langage commun. Et là, c'est plutôt normal en fait, tout ça. C'est plutôt normal d'avoir un client en face et puis de comprendre ce qu'il fait, de s'intéresser à ce qu'il fait. Le mec nous paye, on passe quand même des moments 3, 6, 9, 2 ans. Le minimum des choses, c'est quand même de faire tout ça, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous faites ça? On dépile de haut en bas? Donc, on a dit qu'on orientait sur Symfony, hein. Je suis désolé, mais on va prendre le truc. Namespace, App Bundle. Ça veut dire que là, déjà, Symfony. Je m'occupe pas du entity, c'est un terme qui est utilisé dans le DDD aussi. App Bundle, on est maqué avec Symfony. Ensuite, on a une notation @ORM. C'est pas le problème, la notation, c'est l'ORM. Ça veut dire que là, on a commencé déjà, on n'a même pas fait autre chose. Si on suit les best practices Symfony, la première partie, installation, deuxième configuration, troisième, les entités. On est déjà maqué avec un ORM. Vous n'avez même pas commencé à faire autre chose que votre modèle, vous êtes déjà maqué avec 2 outils. La troisième chose, l'identifiant avec le generated value, stratégie auto, etc., etc. Donc là, vous vous maquez avec la base de données. C'est-à-dire que votre base de données, il y a un identifiant principal qui est auto-incrémenté, 1, 2, 3, 4, 5, et vous êtes figé dessus. Ensuite, donc une autre annotation, et on arrive sur un truc, getID. Il est où le setID? C'est Doctrine qui le gère. Donc on sort Doctrine, qu'est-ce qui se passe? setTitle, getTitle, mutator, etc. Est-ce que dans la vraie vie, vous prenez quelque chose, et puis vous dites, quand je construis une voiture, j'ai une voiture déjà, puis je mets des portes, je mets des roues. Et mettre une roue, c'est, y a tout qui vient avec. Non, ça marche pas comme ça. Vous avez d'abord de la ferraille, et puis vous en faites quelque chose, et voilà, une voiture, c'est à la fois la caisse, le moteur et tout, ça arrive pas comme ça par magie, et puis ensuite on rajoute des trucs. C'est pas possible. Et puis il y a un autre truc. Ouais, forcément. Ça, j'avais pas prévu. Désolé. Et forcément, il est où le constructeur? Pareil. Il n'y en a pas. Et là, franchement, c'est pas bien. D'accord? Donc, quelques questions. Forcément, faut rentrer un peu dans l'art. Est-ce qu'il est acceptable pour vous, concrètement, de passer des heures à décrypter du code? C'est-à-dire que on reste pareil sur la fameuse règle des 80-20, etc., etc. Tout le monde est arrivé sur des portions de code. Ça n'a rien à voir avec le DD, hein, on appelle ça le code spaghetti. Donc voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir d'arriver sur du code spaghetti? Généralement non. Mais on en produit tous. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être bloqué, en fait, en termes de développement et d'avoir des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes cloisonné dans un truc et que justement, le jour où, par exemple, vous voulez rajouter des informations avec un service tiers, il y a eu un switch des services et vous vous retrouvez avec plein de codes à modifier, tout ça parce que directement au niveau des outils, bam, vous êtes enfermé dedans. Et donc derrière, d'être bloqué par la techno. Parce que tel aspect de votre métier, et puis prenons les cas concrets de persistance, vous étiez sur MySQL, c'était bien. Ça a été bien pendant 6 mois. Et puis là, il y a le client, il arrive, et puis il dit, ouais, mais le problème, c'est que là, maintenant, il y a trop de monde.
Donc il faut changer. Ah ouais, mais attends, la migration de données, tous mes identifiants vont péter parce qu'il faut que je passe sur du NoSQL ou que je te pose un élastique, comment je retrouve tout ça et tout. Il y en a pour 2 mois de taf. Ça fait bizarre, non? Donc à la base, on va dépiler, le DDD, j'essaie de le réduire au maximum. Et finalement, à la base, c'est juste des idées simples. La première idée, c'est l'ubiquitous language. Le but du jeu, c'est que n'importe quel utilisateur, donc forcément avec des guillemets, mais côté client et qui a travaillé avec vous sur l'appli, puisse comprendre le code finalement et s'y retrouver. Il y a toujours une subtilité entre ce qu'on veut faire et puis la réalité, mais l'idée principale, elle est là. Il doit comprendre une partie du code, on doit pouvoir lui expliquer, parce que comme on réutilise ces termes, forcément, ça lui parle en fait. La deuxième chose, c'est d'aller chercher les experts métiers. On ne se contente pas d'avoir le chef d'entreprise ou le responsable du projet qui est là et qui nous dit voilà, ça va fonctionner comme ça parce que moi on m'a dit que. Le but du jeu, c'est d'essayer de dépasser le on m'a dit que. C'est d'aller vraiment voir la personne qui va travailler avec et lui demander mais explique-moi comment tu travailles. Comme ça, ben moi je reproduis les choses et puis au final tu seras probablement content. Le dernier point, c'est que le business, le métier, etc., comprennent le développeur et que le développeur puisse comprendre ce business-là. Donc, moi, j'aime bien résumer avec l'analogie sur les anciens grands patrons qui prenaient leur fils et pour la succession de l'entreprise, leur faisaient gravir tous les échelons. Il fallait qu'ils commencent par la base pour qu'ils comprennent finalement, quand ils arrivent en haut, ce qu'était le boulot. Et c'est un peu ça. La deuxième partie, c'est donc les différents layers d'architecture qui sont en fait réellement décomposés en 4 couches. On parle souvent de 3 couches, mais c'est 4 couches à la base. Donc la partie user interface, je sais pas si vous voyez, mais à côté j'ai fait un listing. Donc user interface, on est censé trouver nos contrôleurs ou l'action et les respondeurs. On va en parler derrière. La couche applicative, forme, spécification, différents services, data transfer object, les serialiseurs, ce genre de choses là. Le domaine, entity, value object, enum, domain events, service encore, les repositories, nos interfaces, et l'infrastructure, tout ce qui va être bridge, X ou Y, du CQRS, des listeners, la persistance, des services, le mailer, tous vos services tiers, les API, etc., etc. Troisième point, le bounded context, il part du principe qu'en fait, une information, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas le contexte autour. Et c'est encore une fois, c'est un truc tout bête, mais c'est quand on vous explique quelque chose dans la vraie vie que vraiment vous connaissez pas, on vous donne un contexte d'utilisation, on vous donne un cas pratique, on vous donne ce genre de choses-là. Et si on vous donne pas ces informations-là au moment où vous démarrez un projet, comment est-ce que déjà le projet peut être bon si... Alors vous, naturellement, vous allez poser des questions. Et ça, c'est formalisé en fait. Et c'est formalisé, on peut le formaliser à travers une context map. Et le but du jeu, c'est de savoir qui travaille avec quoi, comment, etc. Et d'avoir une vue concrète. Il y a un petit prototype en bas par rapport à un monologue. La dernière partie, l'iterative development, donc je le disais par rapport à la suite, donc c'est simplement de l'agile, c'est de l'extreme programming, etc. Donc avoir conscience au fur et à mesure que chaque modification du langage, donc nouvelle apparition dans le domaine, une modification, etc. Ça peut être une modification du domaine, un nouveau contexte à prendre en compte, du code d'infrastructure, de l'application qui va arriver, qui va partir, qui va être modifiée, etc. Et d'accepter tout ça. D'accepter ça parce que comme on est vraiment agile, le but du jeu c'est de vraiment respecter le truc avec les petits livrables et puis je vais toujours te livrer quelque chose de fonctionnel parce que tu m'as expliqué les premières parties, on a convenu ensemble qu'on allait commencer par ça, etc., etc. Et là, encore une fois, c'est rien de méchant, c'est de l'agile, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a regroupé tout ça, et puis on a les concepts clés du DDD, en fait. Et, à mon sens, c'est uniquement ça, le Domain Driven Design. Le reste, après, c'est une mise en pratique. Et c'est juste des patterns. C'est des patterns qui fonctionnent bien dans ce contexte-là. Il y en a certains qui ont été formalisés via le DDD.
Il y en a d'autres qui ont été formalisés derrière via le CQRS, etc. Mais ces patterns, on peut les utiliser à n'importe quel moment dans n'importe quelle application. C'est juste que quand on rentre, on met les pieds dans le DDD, par convention, on va dire, en suivant les règles, on va utiliser tous ces patterns-là, mais on peut très bien les utiliser à part. Donc, multitement mise en pratique. Ça, c'est Jane Doe, donc je reprends son langage, c'est pas super clair, et elle me dit, moi, quand je veux écrire une page, je mets d'abord un titre, une description, et après je mets son contenu. C'est bête, hein, il y en a plein qui pourraient dire ça. On a tendance en informatique à décider qu'une page, ça va être traité de telle façon. Elle, en l'occurrence, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des informations. Donc en pratiquant, on arrive à tirer le maximum d'informations à partir de pas grand-chose. On est capable de trouver son constructeur à ce problème-là. On est capable de trouver ses propriétés. On peut déterminer une action, on peut déterminer l'auteur de l'action, et on a quand même pas mal d'informations. Si on réduit ces informations au minimum, ça donne ça, à peu près. Donc c'est-à-dire que j'ai mon action, créer une page. Une page, c'est, on va commencer à mettre les premières bonnes pratiques, un auteur. Un auteur, c'est un value object. Il est nomenclaturé, il est construit avec une string, qu'importe ce qu'on passe dedans, il y a une valeur, et il peut être confronté à un autre value object du même type. Et cet auteur, il est dans une page. Ensuite, on a un titre et on a une description. Ça, c'est notre constructeur de base. Et après, notre Jane, elle nous a dit, eh ben, moi, j'écris du contenu. Donc le contenu, dans sa forme la plus simple au début, il y a une méthode, et il y a le contenu qu'on passe en string. Et là, on va commencer, en fait, après, derrière, à approfondir. On va rajouter un service dans notre couche d'infrastructure. Le but du jeu, c'est qu'on sait que c'est une mauvaise pratique de directement remonter un new page, etc. dans l'action. Donc on va dédier ça à un service d'infrastructure dont l'objectif est de traiter en fait une communication entre user interface et le domaine. Le boulot de l'infrastructure, c'est ça. C'est de faire le lien entre les deux. Donc notre service, il va prendre les arguments, il va construire la page et il va nous ramener ça. On va continuer, parce que pour l'instant, on a 0 persistance. Tout est resté en mémoire, PHP. Donc on va faire deux choses. On va créer un repository. Notre repository fait partie du domaine. Pourquoi? Parce que c'est son interface, c'est son implémentation, ça fait partie du métier. Il a lui aussi, pour l'instant, des méthodes qui sont relativement simples. Et on va faire un des trucs les plus intéressants dès le début, c'est-à-dire de créer un domain event. Un domain event, c'est un événement du domaine qui va être formalisé au passé simple, dont l'objectif est de dire, voilà l'action qui a été créée. On va continuer. On va rajouter une couche au niveau de l'application. On va rajouter un data transfer object. Le data transfer object, son but du jeu, c'est de partir de la request, et plutôt que de faire à la main, de récupérer la request, et à chaque fois qu'on va avoir une request ou un équivalent à cette request, ça pourrait être une commande CLI, ça pourrait être autre chose, de se retaper le truc là, on va dédier ça dans une classe. Cette classe, c'est une classe plain old PHP object, un popo, et elle est très simple, elle récupère les arguments dont on a besoin, et elle va pouvoir les retranscrire à la suite plus tard. Là, j'ai zappé la couche du haut, parce que pas assez de place. On va aussi pouvoir greffer un truc dans l'infrastructure dont on parlera dans la journée, le CQRS. Le CQRS, le but du jeu, c'est de prendre un process, une action, avec une commande, et hop, de traiter ce problème-là. Vous remarquerez que notre couche en dessous, là j'ai rajouté l'author ID, excusez-moi je l'ai zappé tout à l'heure, l'author ID c'est un value object identifieur. Le but du jeu c'est que ça va être notre identifiant métier qu'on va tout le temps conserver quel que soit le moyen de persistance.
Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est que au fur et à mesure, on a juste délégué un gros traitement qui aurait pu être comme ça dans notre contrôleur à une suite de classes, donc du vrai solide, et avec des implémentations, des choses concrètes. À partir du moment où on a posé notre CQRS, là, à ce niveau-là, on a créé un PageWrite repository. Donc lui, c'est du concret, il va taper quelque part. Il fait partie de l'infrastructure. Et au fur et à mesure, voilà, on a pris notre code et on l'a amélioré du point de vue conception pour faire en sorte que si jamais notre request, enfin, si jamais notre input ne vient pas d'un contrôleur traditionnel, mais par exemple d'un truc CLI, d'une autre information, je sais pas, une API, enfin n'importe quoi, où on n'aurait pas forcément la même chose en entrée, qu'on puisse quand même sortir sur la suite. Et qu'on puisse formaliser tout ça. Et notre domaine, il n'a pas bougé, parce que si jamais, au-dessus, finalement, il y a un changement dans la création d'une page, parce que maintenant, le métier fait qu'il y a des informations en plus, etc., on va changer une info là-dedans, on va changer la suite au-dessus, mais on ne dit pas, non, il faut tout refaire. On resegmente un process, on reprend ce genre de choses-là, et ça impacte légèrement les choses, de façon plus ou moins conséquente, mais le métier change très peu, finalement. Dans l'autre sens, elle va nous dire, pour lire une page, il faut qu'elle soit publiée. Donc, c'est un truc tout bête. Donc, même chose, même travail, lire une page, méthode, l'action à la fois, la propriété, il faut que ce soit publié. Donc, on reprend exactement la même chose. On va lire une page, on a un nouveau contrôleur, une nouvelle action, on va pas s'embêter avec ça. On a toujours notre page, on va lui rajouter une méthode, read, elle va nous renvoyer un array qui contient toutes les informations. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que derrière, j'ai du Symfony avec du Twig, et que le Twig, quand il travaille sur un array ou qu'il travaille sur un objet, je peux accéder aux propriétés de l'un ou de l'autre de la même façon. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter à faire un getTitle, getContent, etc., etc. Je peux faire un read qui renvoie un array. Je vais y accéder de la même façon dans mon template. Je vais rajouter mes services au-dessus, par-dessus. Donc mon page service read, pareil, je sors l'info et je la dédie à une classe. Mon repository, je vais lui rajouter un find by ID, quelque chose qu'on connaît tous, sauf que je vais lui passer mon page ID dedans. Donc une fois de plus, je ne travaille pas sur l'identifiant MySQL, pour prendre un cas simple, je vais travailler sur mon identifiant, mon value object identifier. Donc quel que soit, si jamais les choses changent parce qu'il y a de plus en plus de contenu, etc., et on est obligé de passer par un élastique pour pouvoir reprendre les choses, dans mon élastique, je vais remonter mon identifiant métier, et je vais aller chercher mon info comme ça. On va pouvoir ajouter aussi quelque chose, les spécifications, pareil, on en reparlera plus tard. Donc là, ça va être une couche tampon. On va vérifier au niveau de l'application que pour pouvoir vraiment lire l'article, il faut qu'il satisfasse certaines choses. Et là, vous pouvez poser la question du bundle, du plugin, du module, suivant avec quoi on bosse. Comment est-ce que ça marche? Et ben la réponse est assez simple, finalement. Est-ce que l'hexagonal vous parle un petit peu? Ouais. En gros, c'est encore un autre style de modélisation, donc on va juste la simplifier pour pas rentrer encore dans un autre truc technique et vous remettre encore plus d'infos derrière. Vous découvrirez ça tout seul au fur et à mesure, vous irez vous renseigner pour en savoir plus, mais c'est quelque chose qui doit venir petit à petit, il faut pas trop tout modifier d'un coup quand même. On a notre domaine, c'est le cœur de notre appli. Notre application autour, et l'infrastructure qui doit dealer avec tous les services tiers. Je vous en ai mis quelques-uns autour. Et bien tout simplement, notre bundle, notre plugin ou notre module, il fait partie de cette infrastructure. C'est-à-dire que mon code global, il peut être utilisé sur n'importe quoi. Et le fait que ça puisse fonctionner avec Symfony, avec autre chose simplement, c'est que là-dedans, dans la partie infra, j'ai créé mon bundle. Pour me faciliter la vie, je vais utiliser PSR4 et je vais définir en fait
que mon bundle, il est dans tel répertoire. Comme ça m'évite d'avoir un namespace à rallonge. Et avoir un, donc en l'occurrence Black Bundle, Website Bundle, c'est quelque chose qui est conventionné avec Symfony, etc. On reste dans une nomenclature qui est connue. Je vais vous présenter mon DDD à l'heure actuelle, à l'instant T, donc il y a moins d'une semaine, parce que j'ai remis en question certaines choses. Dans un premier temps, il est Symfony-less. Je sais que 90% du temps encore actuellement, je bosse avec Symfony derrière. Mais je fais en sorte de pouvoir bosser autre chose. Exemple concret, j'ai fait une petite appli. Je l'ai d'abord formalisé avec un Diactoros et un Aura Router. Et c'est ensuite, en discutant de l'évolution de l'appli, que je suis passé sur un microkernel. L'intérêt du microkernel de Symfony, c'est de me permettre après de pouvoir ajouter des bundles simplement. Mais d'abord, mon code, c'était 40 lignes de code, et il a été formalisé avec Diactoros et Aura Router. Le besoin a évolué, c'est pour ça que je suis monté sur autre chose. Ça me permet ça. Je savais que j'allais finir sur un Symfony quoi qu'il arrive. Mais pour pouvoir commencer, je n'avais pas besoin de toute la stack Symfony. Et c'est important d'avoir cette notion-là. Par contre, faire du Symfony-less, c'est pas dire je refuse tout ce qui est Symfony. Donc je vais nécessairement utiliser des composants Symfony. Il faut pas dire que on va tout refaire de A à Z. Il y a des très bonnes choses et il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses dans Symfony, dans ses composants. Donc je vais quand même utiliser du Symfony. Mais toujours, donc ce que je disais, garder cette notion de pouvoir encapsuler les choses et de pouvoir maîtriser ces dépendances-là. Si jamais vous suivez les choses avec Loïc Faugeron, et puis Loïc sur Twitter, il a créé un truc qui s'appelle le Micro Framework Bundle. Ce qui a mis en lumière ce Micro Framework Bundle, c'est que le développeur Symfony, dans la globalité, quand il a ajouté ses dépendances, au lieu de faire simplement et de dire « mon code a réellement besoin de tel composant Symfony », dans 80% des cas, il va dire « dépendance composer Symfony Framework Bundle ». Donc lui, vous voulez utiliser son code, vous tombez sur un bundle comme ça, bam, vous avez besoin du Framework Bundle au niveau des dépendances. Vous n'allez pas l'utiliser, mais vous en avez besoin. Tout ça parce que le développeur a pas formalisé vraiment les choses dont il avait besoin. Ce qui est intéressant, surtout d'être Symfony-less, et qui, parce que pour moi c'est une vraie question, c'est d'utiliser le principe de middleware. Pour moi, c'est quelque chose on m'a convaincu que ça avait une vraie utilité, que c'était intéressant de s'orienter là-bas, et donc je veux que mon code puisse être utilisé là-dedans simplement. Et pour me simplifier encore la vie, j'utilise Pouli. Pouli, c'est Universal Package pour PHP, pour la faire simple, c'est un resource access and discovery, un ressource locator, etc. Ça va vous simplifier la vie dès que vous allez vouloir accéder à tous vos fichiers de configuration, vos assets, etc., etc. Donc vous allez déterminer un pass d'accès qui va être absolu et qui va être constant, en fait. Et quelle que soit la chose que vous allez utiliser, vous allez pouvoir simplifier ces choses-là sur le même principe que PSR4. Pareil, je fais un gros raccourci, mais au lieu d'avoir tout un truc, vous allez dire, bah voilà, mon chemin d'accès à mon bundle /config, ça va être xyz /config, les assets, ça va être xyz asset, etc. Mais c'est vous qui définissez ça, et ça va être constant, et ça pourra être réutilisé, ça peut être surchargé, ça peut être dans tous les sens, c'est super intéressant. Désolé. La deuxième chose, c'est au niveau de la directory structure. Donc, je segmente comme ça, SRC application, SRC domaine, SRC infrastructure. Et ce qu'on va trouver directement en dessous, c'est les différents contextes. L'intérêt de faire ces contextes-là, c'est que si jamais mon application, elle grossit, il est très facile d'isoler les contextes pour pouvoir sortir sur de l'API, sur quelque chose qui va être segmenté en plusieurs applications, etc., etc. On prend le contexte, boum, on le sort, et après on s'arrange pour faire communiquer comme si on faisait du microservice. Donc mon code peut se caler là-dessus. Et donc ensuite, le rest config, le rest view.
c'est pareil, c'est du pooly, donc, et ça me permet, en fait, c'est nomenclaturé, donc res, ressources, etc. L'autre chose, du coup j'ai perdu mon compteur au niveau timing, je sais pas comment j'en suis, mais... PHP 7. Donc maintenant, c'est sorti, version majeure, PHP 7. Il n'y a pas besoin de chercher un autre débat. Vous commencez quelque chose, si votre client il dit oui, mais moi je suis sur un serveur mutualisé en PHP 5, déjà la première chose à lui expliquer, c'est que c'est son business qui tourne là-dessus. S'il estime que son business doit tourner sur une infrastructure qui coûte 7 € par mois, il faut qu'il se pose des questions. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais il vous reprochera jamais de l'avoir averti des choses. Donc, au niveau PHP 7, les principales modifications qui ont le plus de sens en ce qui me concerne, mais surtout, ce qui va m'intéresser là, c'est ça, c'est le typage. J'utilise le typage maintenant, et vraiment je vous dis, le major break, moi personnellement, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Mais c'est important de dire que dans ce contexte-là, je dois ramener ça, etc., etc. Ensuite, PSR 7. Pourquoi? Parce que justement, je vais dire la requête, la réponse, l'URI et le fichier uploadé sont nomenclaturés par des interfaces. C'est utilisé dans Slim 3, dans tout ce qui va être Zen 3, Strategility, Diactoros, Expressive, et dans Symfony aussi. Vous pouvez utiliser PSR7 dans Symfony, il suffit de greffer le petit PSR HTTP Message Bridge, et vous pouvez utiliser tout ça. Donc ça veut dire que vous pouvez partir de Symfony, partir vers autre chose, vous pourrez d'arriver à autre chose pour aller faire du Symfony. C'est quand même cool. Il n'y a pas besoin de se retaper tous les trucs. Ah zut, il faut que je me refasse toutes les requests de Symfony, que je change tout ça et tout, et puis le jour où je change, je refais dans les... Non, là c'est bon, ça passe. Ensuite, l'Action Domain Responder. En fait, concrètement, je fais plus de MVC, dans le sens traditionnel du terme, parce que la première chose qui me plaisait pas pour ça, c'était le fait d'avoir plein d'actions dans un contrôleur, et on utilise le raccourci thisGet, et le petit sucre qui est là par rapport à Symfony, ça me plaisait pas. C'est quelque chose qui m'a jamais plu depuis très longtemps, donc j'avais pris une première habitude, c'était de dire un contrôleur, une action avec ses dépendances. L'Action Domain Responder me permet d'aller plus loin en fait, pour plusieurs raisons, parce que le naming du pattern est parlant, c'est-à-dire que une action, le but du jeu, elle est type callable, donc elle est utilisée dans tout ce qui est middleware, tout ce qui va se passer, et c'est de traiter une requête et d'interagir avec le domaine. Le contrat, il est clair à ce niveau-là, c'est-à-dire vous savez clairement où vous arrêtez. Et ensuite, une fois que cette action elle a terminé son traitement, elle passe à un responder. Il fonctionne de la même façon, et son utilité, c'est de présenter les données. Donc, suivant ce que vous allez faire, vous allez pouvoir présenter les données de façon différente. Et tout ça, une fois de plus, c'est possible avec Symfony depuis la version 2.6. Vous avez Kevin Dunglass qui a sorti quelque chose récemment qui vous permet en fait très simplement de vous passer sur des actions et ça fonctionne, vous mettez ça dans votre routing, il va chercher tout seul votre dossier action, etc. Il va passer les infos. Vous pouvez faire de l'annotation derrière si vous voulez. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La dernière partie, c'est que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, maintenant ça fait 6 mois à peu près, tout ce qui est domaine modeling. Donc le BDD, le spec BDD. Donc on va on va faire du code et faire des tests sur la base d'un comportement. Et ben on va rajouter ça derrière, le domaine modeling ou le modeling by example. Il y a les deux termes. Et concrètement, en fait, je vais déclarer, je vais expliciter avec les steps BIAT le comportement que devraient avoir mes objets et le cycle de vie des objets. Je vais formaliser ça complètement. Et comme on a de la chance au niveau de PHP, c'est que il y a quelqu'un qui a sorti une extension qui permet de faire communiquer BIAT avec PHP spec. C'est-à-dire que BIAT va arriver sur un step qui ne peut pas être satisfait parce qu'un objet n'existe pas. Il va passer le relais à PHP spec, il va lui dire est-ce que la spec existe? Oui, non, elle n'existe pas, boum, je crée la spec. Est-ce que l'objet existe? Oui, non. Est-ce que la méthode existe? Oui, non, etc. Il va faire le boulot au fur et à mesure. Il va vous mâcher le travail.
Et donc là, vous voyez, par exemple, les get, ils sont encore là. Donc c'est vraiment il y a 6 mois. C'est pour ça que je vous ai donné l'état des choses aujourd'hui. Et au fur et à mesure, comme ça va vous permettre faire du TDD avec Biat, ce serait pas la bonne formalisation, mais ça va vous permettre de faire du drive-in development sur vraiment le comportement de votre application et comment ça devrait se passer. Et ça, pareil, c'est pas dépendant de Symfony. Là, il n'y a pas de Symfony contexte ou ce genre de choses-là. C'est vraiment Biat, pur et dur, avec un contexte tout simple. J'ai déclaré mes steps dedans. Voilà, c'est pas maqué à Symfony une fois de plus, c'est utilisable de partout. La conclusion, c'est que oui, j'aime le DDD. J'aime le DDD parce que pour plein de raisons, et la première, c'est parce que ça donne du sens à mon taf sur le long terme, en fait. J'ai quelque chose qui va parler, en fait, au client. Je vais quelque chose qui va cadrer mon code. Et ça, c'est quand même un luxe qu'on peut se permettre de dire le code qui va être utilisé est valable pour 4-6 ans. J'aime le DDD aussi parce que avec les clients, ça se passe super bien. Ils ont vraiment, pour le coup, l'impression et la satisfaction de bosser avec quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'ils font et enfin, ça leur fait plaisir de parler de leur métier. Faut pas croire qu'on a tous, que le client c'est forcément le mec qui est coincé derrière son bureau, à qui on a obligé, on a délégué la gestion d'un projet web, dont il se fout royalement, etc., etc. On arrive toujours à trouver des gens intéressés, où on arrive à les intéresser, et ça leur fait plaisir de parler de leurs problématiques, même si des moments ça ressemble un peu à un travail social, vous avoir la discussion qui dure une demi-heure pour pas grand-chose, etc. Ça leur fait plaisir, et ils sont contents de bosser avec vous, donc ils sont contents de vous faire un chèque, ils sont contents de vous payer en temps et en heure, etc. Et c'est quand même un luxe. Par contre, il y a des moments où je fais pas de DDD. Je fais pas de DDD, parce que l'application, elle est pas adaptée à ça. On a tous des moments où on fait du CRUD. Et c'est comme ça, parce que vraiment, il n'y a pas besoin d'aller au-dessus. On pourrait complexifier les choses, etc. et de faire du DDD, mais là, pour le coup, ça a vraiment pas de sens. Ou alors, on va récupérer une application qui est existante, on va devoir ajouter des trucs. On peut pas dire on va tout foutre à la poubelle, etc. On pourrait, mais c'est pas sérieux, honnêtement. Enfin, vous avez pas, vous, quand vous créez une application, envie que quelqu'un arrive et dise tout est pourri, parce que c'est pas possible, tout n'est pas pourri, il y a forcément des choses qui sont bonnes, ou alors c'est que c'est vraiment... mais on me fera pas croire ça, en fait. Et donc, par contre, je vais utiliser le DDD dans un contexte précis. Par exemple, je vais avoir une partie de l'application qui est plus critique que les autres, donc ça, je vais utiliser les méthodes. Ou alors, quand je vais faire mon refactoring, je vais utiliser justement certains patterns que vous allez voir toute la journée, et je vais les implémenter au fur et à mesure, en essayant de remettre les choses en cause, mais d'une façon douce, en fait, de pas à chaque fois tout péter et dire au client que ça va durer une plombe, etc., etc. Et donc, j'utilise ces design patterns, et je commence par des choses simples, ensuite je garde les choses, j'extrais du code, je fais des tests, etc., etc. Et puis ça monte, et puis le but du jeu, c'est que ça évolue correctement, et que au fur et à mesure, on vienne se greffer là-dessus. Et ça fonctionne très bien, c'est parce que maintenant, grâce au DDD et à ce cadre que ça m'a donné, c'est grâce à ça que j'arrive à faire en sorte d'obtenir ce résultat. Et ça marche bien, et ça fait maintenant plus de 2 ans. Ça marche pour de vrai, c'est pas juste une belle chose. L'autre chose, c'est que j'ai pris des exemples Symfony, c'était facile d'aller taper là-dessus, mais j'aime Symfony. Donc, pas Symfony standard, Symfony. Parce que si c'est grâce à Symfony que je suis arrivé à dire, voilà, qu'est-ce que c'est un objet, qu'est-ce que c'est du solide, etc. Et petit à petit, ça m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Et il faut avoir conscience de ça aussi, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les choses et de toujours rester dans l'écosystème, et c'est trop facile de dire tout est pourri, parce que c'est pas le cas. Et
Il faut pas faire ce genre de choses-là, c'est pas bien. Par contre, j'ai conscience que je peux pas miser ma carrière là-dessus. Je peux pas miser ma carrière sur Symfony. Effectivement, en ce moment, on fait Symfony, 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 Symfony. Mais ce dont je vous ai parlé avec Zen 3, Slim 3, les middleware, etc., on va recommencer à se poser des questions de savoir sur quel stack on part au début. S'il y a un micro-kernel trait qui est sorti, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait une lacune à combler à un moment. On sait très bien quand on démarre un projet Silex, monter sur une stack Symfony, c'est pas facile. On peut faire la même chose que Symfony avec Silex, généralement on le fait moins bien, mais c'est possible aussi. L'avantage du trait, c'est qu'il permet de greffer du bundle au fur et à mesure, parce que tous les gens qui ont fait de super bundles, mais qui n'ont jamais pensé à faire un découplage entre justement le code PHP pur et dur et la couche bundle au-dessus, c'est un vrai problème aussi. On pourrait se lancer dans des tonnes de PR pour faire ça, hein, mais en attendant, c'est un problème à l'instant T. Et donc le microkernel, trait, il a ce sens-là de pouvoir avoir la petite application qui va rivaliser justement avec des tout petites applis, comme je disais, le Diactoros plus Aura Router, 40 lignes de code, je suis passé sur Symfony, je suis monté à 80 lignes. Le coût est pas énorme pour ce que ça va me donner plus tard. Mais il faut avoir conscience qu'il y a des choses qui bougent, qu'on est sur un métier, le PHP, qui se professionnalise au fur et à mesure du temps, qui se professionnalise encore et qui va encore se professionnaliser à un moment. Et maintenant, dire on va miser notre carrière sur Symfony, on prend un risque en tant que développeur. Par contre, effectivement, on a conscience que 90% des projets vont sortir avec Symfony, mais il faut savoir ce qui se fait à côté, il faut prévoir le cas. Et tout ça, ça me permet en fait de prévoir le cas parce que je me dis, ça y est, quand je commence un développement dans le cadre des DD, mais maintenant naturellement, la première partie, c'est que je vais modéliser mon métier. Ensuite, je vais voir comment est-ce que ça fonctionne. Et au fur et à mesure, une fois que j'aurai fini un contexte, c'est là que je vais me dire, ce contexte-là, je suis censé faire quoi? Je suis censé le passer dans un ORM avec un MySQL. Je vais l'utiliser avec autre chose. C'est plus je génère installation de projet, configuration, doctrine, generate entities, boum, 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 boum. C'est fini parce que d'abord, je modélise les choses et ensuite, je me pose la question de savoir dans quoi ça va arriver. Et ça peut paraître une perte de temps, mais en fait, c'est un gain de temps énorme. Ça veut dire que naturellement, avec le BDD, les specs BDD, etc., ou même du TDD normal, on va vraiment prioriser la partie test et au fur et à mesure avancer. Ce que je vous ai montré, le BDD, les specs BDD, surtout PHP spec, comme ça vous génère du code, c'est pas de la perte de temps. Hein. Écrire un test qui va générer du code et qu'on va satisfaire au fur et à mesure, c'est pas de la perte de temps dans ce cadre-là, surtout qu'il mâche une partie du boulot. Pouvoir décrire une application et tout son fonctionnement à partir des scénarios BIAT et sans avoir besoin d'interface graphique, sans avoir besoin de montrer même des contrôleurs RAD sans interface, etc., c'est quand même super cool de dire voilà, j'ai validé mon truc et ça fonctionne. Il y a PHP Spec qui se met derrière, on a une double validation entre le comportement qui serait idéal et puis les vraies choses qui se passent en fait dans le code. Et c'est vraiment super intéressant et c'est quelque chose que une fois qu'on a commencé, c'est dur d'en sortir. Et plus le temps avance, moins le temps qui est utilisé par tout ça est conséquent, et donc on gagne des choses et on gagne en... Enfin, moi je trouve que c'est magnifique tout ça, mais bon. Et donc ce que je disais, c'est parce que c'est le métier qui détermine les outils. C'est pas l'inverse. Vous prenez des présentations d'Ocramus, par exemple, qui travaille sur Doctrine. Vous regardez ses dernières présentations, il va vous dire pas de sed, get à gogo, vous passez par des constructeurs, vous réfléchissez à votre persistance après avoir modélisé votre métier, etc., Et c'est un des monsieur Doctrine qui vous dit ça quand même. Donc si lui, il arrive à dire ça, c'est il pourrait vendre son truc et dire Doctrine c'est magique, ça vous mâche le... Non, il le dit pas. Donc il y a forcément une bonne raison. Et penser à ça, que c'est pas le métier qui va déterminer les outils, enfin c'est le métier qui va déterminer les outils et pas les outils qui vont déterminer le métier, c'est quand même important. Ceux qui ont fait du Sonata savent
dans quoi on se lance. Ceux qui peuvent faire avec le Dunglass API Bundle et le API Platform, vous savez que vous rentrez là-dedans, etc. C'est une bonne, c'est une mauvaise idée, ça se voit sur le long terme, mais vous savez que vous rentrez dans tout ça et qu'il va falloir faire avec, et que ça va être dur d'en sortir. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Et c'était ma conclusion. On est comment par rapport au timing? Par rapport au timing, on est comment? On a 10 minutes de retard. Ok. Est-ce qu'il y a quelques questions rapides? Parce qu'on a 10 minutes de retard. Depuis assez peu de temps sur le zonage. Avant, pour moi, il y avait pas beaucoup de questions à se poser, on élève, on code en anglais. Sauf que, du coup, c'est pas toujours évident de dire, le client il parle en français, on essaie de retranscrire, on retranscrit le langage du métier, on essaie, nous, forcément, de retranscrire en anglais. Oui. Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? C'est vrai que le problème par rapport... Vous allez n'importe où en Europe, toutes les confs techniques, elles vont être en anglais, alors que nous, en France, on les fait en français. Donc, baguette béret. C'est vrai que c'est compliqué. Ce que j'essaye de faire, c'est définir une nomenclature et d'expliquer les choses au fur et à mesure. Après, il y a des cas où... maintenant, c'est vrai que je me souviens d'un cas concret. Il y a 2 ans, je suis arrivé sur le code du site de la FUP, et tout était en français, et je m'étais dit, mais quoi? Et en fait, c'est pas si débile que ça, parce que le code en lui-même, il y a des choses que je comprends pas, comment ça a été fait, mais en attendant, les méthodes, etc., je les comprends tout de suite. Je pense que c'est le petit variable d'adaptabilité de ce que tu vas faire. Et après, comment est-ce que tu vas miser les choses? C'est sûr que toi, je sais que tu bosses dans une agence SS2I, etc. Donc, il y a peut-être, vous allez chercher une certaine récurrence en termes de réutilisation du code que vous allez faire. Donc, ça va être compliqué de faire ça en français. Mais quelqu'un qui travaille directement chez l'éditeur va pouvoir se permettre ce luxe-là. Ou quelqu'un qui va travailler en régie et il sait l'application va rester là-bas et qui travaille pour ça. Il faut voir. Sinon, ce que je fais, c'est que je définis une nomenclature, généralement. Et si les termes ne satisfont pas les gens, on essaie de trouver quelque chose qui les satisfasse, en fait. Mais je pense que le problème est très franco-français, en fait. On arrête là? T'en as une petite? Par rapport au moment du read page, pourquoi ton read retourne un tableau et pas plutôt une interface de page qui aurait les... Donc là, en l'occurrence, il fallait aussi que ça rentre sur les slides, mais il y a une information que je vous ai pas donnée dans les slides, c'est le contexte qui va autour. Donc là, en l'occurrence, vous savez qu'il y a une page, mais aucun de vous est capable de me dire exactement ce que fait cette page. Et c'est justement ce genre d'informations-là qui vont faire que tu sais comment est-ce que tu vas traiter les choses. Et c'est le contexte, en fait, qui va changer les choses. Donc moi, dans ma version simple, c'était assez facile de comprendre que c'était en fait une page web, parce que le modèle était simple, mais je vous ai pas donné cette information-là, et en l'occurrence, pour récupérer les informations, le tableau est sympa, parce que je peux le traiter derrière, ça m'évite d'avoir 150 000 get après, parce que c'est pareil, une page, elle est jamais composée juste d'un titre, d'une description, etc. Mais en ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que je fais un choix technique de retourner le ray, et voilà. On arrête là, et puis on va passer à la prochaine conférence. Je vous remercie.